Imagines. Vous êtes à 4000 mètres d'altitude. Le froid vous brûle la peau. La faim vous dévore de l'intérieur. Autour de vous, la neige à perte de vue. Et dans cette immensité blanche, une question obsédante. Jusqu'où iriez-vous pour survivre ? Ce que 16 personnes ont fait dans les Andes en 1972 a choqué le monde entier. Leur histoire est devenue une légende. Une légende construite sur l'horreur, le courage et un sacrifice inimaginable. Le 13 octobre 1972, le vol 571 de la force aérienne uruguayenne s'écrase dans la cordillère des Andes. À bord, une équipe de rugby, leurs proches, quelques amis. 45 passagers au départ. 16 survivants après 72 jours. Ce qui s'est passé entre ces deux chiffres défie l'entendement. Nous sommes au début des années 70. L'Uruguay traverse une période politique tendue, mais l'équipe de rugby des All Christians de Montevideo incarne l'espoir et la jeunesse. Ce sont des étudiants, des fils de bonne famille, des garçons pleins de vie. Ils partent au Chili pour un match amical. Un voyage routinier. Un vol de 2 heures à peine. Mais ce jour-là, le destin en décide autrement. L'avion, un Fairchild FH-227D, traverse la cordillère des Andes, cette chaîne de montagnes titanesques qui sépare l'Argentine du Chili. Les pilotes, confiants, pensent avoir dépassé les sommets. Ils commencent la descente. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. À 15h30, l'appareil percute une montagne à plus de 4000 mètres d'altitude. Le choc est d'une violence inouïe. La queue de l'avion se détache instantanément, emportant plusieurs passagers dans le vide. L'avant continue sur plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser dans un vallon enneigé. Le silence qui suit est terrifiant. Parmi les survivants, quelques noms vont marquer cette histoire à jamais. Nando Paradu. 22 ans. Joueur de rugby. Il perd sa mère dans le crash. Sa sœur Suzy agonise pendant 8 jours avant de mourir dans ses bras. Nando devient l'âme de la résistance. Celui qui refuse d'abandonner. Roberto Canessa, étudiante en medicine. 19 ans. C'est lui qui soigne les blessés avec des moyens dérisoires. C'est aussi lui qui, plus tard, prendra la décision la plus difficile de toute l'histoire. Gustavo Cervino. Capitaine de l'équipe. Leader naturel. Il organise, rassure, maintient l'ordre dans le chaos. Antonio Tintin Vizintin. Jeune, fougueux, déterminé. Il accompagnera Nando et Roberto dans leur expédition finale. Et puis il y a les autres. Ceux qui ne survivront pas. Ceux dont les corps, dans quelques semaines, vont devenir la seule source de nourriture. Le crash a été brutal. Des cris, du sang, des corps déchiquetés. Sur les 45 passagers, 12 meurent instantanément. D'autres, grièvement blessés, agonisent dans le froid. Les survivants sont en état de choc. Certains pleurent. D'autres restent figés, incapables de réaliser ce qui vient de se passer. L'avion n'est plus qu'une carcasse métallique enfoncée dans la neige. Le fuselage, miraculeusement intact sur une portion, devient leur seul refuge. La température chute rapidement. La nuit tombe. Le thermomètre descend à -30 degrés. Ils n'ont presque rien. Pas de couverture thermique. Pas de nourriture, si ce n'est quelques barres chocolatées et des bouteilles de vin trouvées dans les débris. Pas de moyens de communication fonctionnels. Ils attendent les secours, convaincus qu'on va venir les chercher. Après tout, un avion ne disparaît pas comme ça. Quelqu'un doit savoir où ils sont. Mais les jours passent. Personne ne vient. Le 8e jour, un miracle semble pointer. L'un des survivants réussit à bricoler une radio de bord. Ils écoutent les nouvelles, fébriles. Et là, le choc. Un journaliste annonce froidement. Les recherches du vol 571 sont officiellement abandonnées. Aucun espoir de retrouver des survivants. Le silence qui suit est écrasant. Certains pleurent. D'autres restent mutis. L'espoir vient de s'effondrer. Ils sont seuls. Complètement seuls. Personne ne viendra. À ce moment précis, la survie devient une guerre. Une guerre contre le froid, contre la faim, contre le désespoir. Et surtout, une guerre contre eux-mêmes. Les provisions sont épuisées depuis des jours. La faim devient insupportable. Les corps s'affaiblissent. Certains ne tiennent plus debout. L'idée commence à germer, discrètement, dans les esprits. Les corps des victimes, préservés par le froid. Roberto Canessa, l'étudiant en médecine, est le premier à oser dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Si nous ne mangeons pas, nous allons tous mourir. Le mot n'est pas prononcé, mais tout le monde comprend. Le débat est déchirant. Beaucoup refusent. Certains invoquent leur foi catholique.
Comment peuvent-ils envisager une chose pareille? Comment violer ce tabou universel? Mais la mort rôde. Chaque jour, un nouveau corps rejoint les rangs des disparus. La réalité est implacable. Soit ils franchissent cette ligne, soit ils meurent tous. Nando Parado tranche avec une lucidité brutale. Si je meurs, je veux que vous utilisiez mon corps pour survivre. Je vous donne ma permission. Ce jour-là, la barrière tombe. Il commence par les corps des victimes qu'il connaissait le moins. Chaque geste est empreint de respect, de prière, de larmes. Ils ne sont pas des monstres. Ils sont des êtres humains poussés à l'extrême limite de l'existence. Roberto coupe des morceaux de chair avec un éclat de verre. Les morceaux sont distribués. Certains ne peuvent pas. Ils vomissent. D'autres fermant les yeux et avalent, les larmes aux yeux. Ils se promettent mutuellement. Si je meurs, prends mon corps. Mais vis. Ce pacte silencieux devient leur salut. Et leur calvaire. Le 29 octobre, la montagne frappe à nouveau. En pleine nuit, une avalanche massive s'abat sur l'épave. La neige envahit le fuselage en quelques secondes. Les survivants se réveillent en suffoquant, ensevelis sous plusieurs mètres de poudreuse. 8 personnes meurent étouffées cette nuit-là. Ceux qui survivent passent 3 jours et 3 nuits enterrés vivants, dans le noir total, sans air, sans espace. Ils respirent à travers de minuscules trous creusés dans la neige compactée. Certains perdent la raison, d'autres prient en silence. Quand ils parviennent enfin à s'extraire, le moral est au plus bas. Ils ne sont plus que 19. Nando Parado prend une décision. Si personne ne vient, alors ils iront chercher les secours eux-mêmes. Peu importe que ce soit impossible. Peu importe qu'aucun d'eux ne soit alpiniste. Peu importe que les montagnes autour culminent à plus de 5000 mètres. Ils recrutent Roberto Canessa et Tintin Visintin. Ensemble, ils vont tenter l'inimaginable. Traverser la cordillère des Andes à pied. Ils se préparent pendant des semaines. Fabriquent des vêtements de fortune avec des sièges d'avion. Cousent un sac de couchage improvisé. Stockent de la nourriture. Cette nourriture qu'ils n'osent plus nommer. Le 12 décembre 1972, ils partent. L'ascension est infernale. Chaque pas est un supplice. Le froid mord les chairs. L'altitude rend chaque respiration douloureuse. Ils grimpent encore et encore vers ce qu'ils croient être le sommet final. Et puis, après des heures d'effort, ils atteignent une crête. Nando s'attend à voir le Chili de l'autre côté. Des vallées vertes. La civilización. Mais non. Devant lui s'étend un océan de montagnes enneigées. Des dizaines de sommets. Peut-être des centaines. À perte de vue. Nando Esfandra. Pour la première fois, il pleure. C'est impossible. On ne s'en sortira jamais. Mais Roberto ne lâche rien. Regarde là-bas. Au loin. Tu vois ces 2 petits pics? Ils sont plus bas. Peut-être qu'au-delà, il y a quelque chose. Tintin, trop faible, rebrousse chemin Nando et Roberto continue seul.